Eh bien, bonjour Jacques Salzer, je suis vraiment enchantée de pouvoir converser aujourd'hui autour d'un thème qui nous lie, la médiation, et qui a occupé beaucoup votre vie professionnelle notamment. Je vais peut-être vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, vous avez fait votre doctorat en sciences de l'éducation durant l'année de ma naissance. Ah, C'est ah. vous dire. Vous avez fait des études de sciences politiques et des hautes études commerciales à HEC. Votre expérience professionnelle est assez impressionnante puisque vous avez été enseignant, notamment sur différentes universités, à, Paris 2, à Paris l'Université 5. Paris-Dauphine, surtout, et au CNAM. J'ai Exactement. co-créé en 1999-2000 une formation justement aux pratiques de la médiation. Exactement. Et puis, vous avez collaboré à la formation de médiateurs et à la sensibilisation de magistrats. Et puis, vous avez également participé aux assises et colloques du GEM, le Groupement européen des magistrats pour la médiation, dont un colloque a été organisé il y a très peu. Peut-être que nous en parlerons. Et puis, vous avez également contribué à la rédaction d'un certain nombre d'ouvrages. Vous êtes auteur d'un certain nombre de revues et d'ouvrages autour de la médiation, de la négociation, de l'écoute. Et je transmettrai la liste de vos publications. Et je crois d'ailleurs que vous êtes en cours d'édition d'un nouvel ouvrage qui sortira en octobre 2024, Comprendre et être compris pour décider ensemble. Et peut-être que nous aurons le temps de pouvoir échanger sur le thème de votre prochain livre. Alors ça, c'est votre présentation. Alors, elle n'est pas Là, j'ai exhaustive, hein. aussi, parce que vous êtes avocate, j'ai Oui. aussi travaillé déjà dans les années 99-2000 Mhm. dans une vingtaine de barreaux en France, dans la sensibilisation ou la formation à la médiation. J'ai dû rencontrer, après, dans d'autres formations, plus de 3000 avocats. Donc, Oui. j'ai connu le milieu. Vous connaissez bien le milieu. Alors, bien entendu que c'est ce que je disais, c'est pas exhaustif parce que bah, vous avez Bien sûr, bien sûr. plus de 60 ans d'exercice professionnel, je pense. Donc, je ne pourrais pas être aussi précise dans votre cheminement. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, Oui. c'est qu'est-ce qui vous a animé? On va commencer par là. On va commencer par l'homme, présentation de l'homme. Qu'est-ce qui vous a animé pour aller sur le chemin du déploiement de la médiation qui est arrivé dans notre code de procédure civile en 1995? Quand je fais de la formation, on me pose souvent cette question. Comment êtes-vous arrivé à la médiation? Mes réponses varient selon le moment, mais au fond, j'ai souvent deux réponses quand on me dit pourquoi la médiation. La première, et chacun d'entre nous a une expérience depuis sa naissance, la première, je la fais remonter à l'enfance. J'ai vécu enfant dans un couple de parents qui ont vécu ensemble pendant 55 ans. Et pendant 55 ans, à peu près, euh, j'ai vu euh, mon père et ma mère ne pas être en accord, être en désaccord. Ma mère disait souvent le contraire, on faisait le contraire de ce que mon père disait ou déroulait. Et donc, je pense que cela a créé en moi une question. Est-ce que les êtres humains peuvent se rapprocher d'une compréhension plus grande ou de moments d'accord? euh, C'est sans doute, à mon avis, un premier centre d'intérêt pour la communication, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe entre deux personnes quand elles se comprennent comme quand elles ne se comprennent pas? D'où le prochain ouvrage. Une deuxième chose qui me vient, en restant bref, c'est le constat de cultures différentes.
j'ai vécu une vie relativement internationale. Je suis né à Istanbul, en Turquie, où mon père travaillait dans une entreprise américaine. Et je suis né le 1er avril 1942. Et j'ai été au lycée français dans cette ville. Mais j'ai baigné pendant 16 ans en Turquie et 2 ans en Algérie, où j'ai fait mon service dans des pays musulmans. Et j'ai eu ce sentiment d'une différence qui est parfois dans l'ambiance, qui peut être dans le fatalisme, et qui peut être, si je prends un exemple, dans la culture, c'est-à-dire dans les valeurs différentes. Je prends parfois un exemple qui est celui de la belle femme. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez dans l'un des modèles, mais la belle femme en Occident, c'est la femme plutôt mince, émancée, et alors que en Orient et en Afrique, par exemple, c'est une femme un peu pleine, un peu grosse. J'ai même vu une fois en Côte d'Ivoire, quand je faisais de la formation là-bas, une petite publicité, gonflez vos fesses. Et le numéro de téléphone. Qu'on ne verrait pas, je crois, en France. Je ne suis pas sûre, non. Alors, que les cultures soient différentes, c'est-à-dire donner de la valeur à telle chose ou à telle autre, ce n'est pas un problème. Les cultures différentes sont fréquentes en situation franco-française. Culture d'entreprise, on le dit d'ailleurs. Culture familiale, culture dans l'éducation des enfants. Donc, nous baignons dans des milieux qui ont des valeurs parfois différentes. Et ce n'est pas le problème dans les conflits et la médiation. Lorsque c'est accepté comme des croyances. Chez nous, on fait comme ça. On trouve que ça, c'est bien. Ah ben chez nous, on faisait autrement dans l'entreprise où j'étais avant. Le danger et la difficulté, c'est quand ce qui est croyance, une valeur parmi d'autres, le glissement de la croyance vers la vérité. C'est-à-dire que les gens finissent par croire que leur valeur est la seule bonne. Et vous aurez des expressions telles que « mais ça ne se fait pas ». Ça ne se fait pas, ce n'est pas un article de loi. Ce sont des valeurs morales. Et donc, mon deuxième questionnement, ce que vous disiez, c'est compte tenu de ces cultures différentes, comment arriver, lorsqu'elles sont absolutistes, c'est-à-dire c'est que ça, à faire qu'elles se reconnaissent comme relatives. Ici, on croit ça, comme dans les religions, et là-bas, on croit ça. Peut-être que ces deux constantes, mon père et ma mère, et entre des cultures différentes, m'a particulièrement intéressé à la médiation comme mode de faire passer de l'un à l'autre, d'un groupe à l'autre, d'un syndicat à une direction d'entreprise et réciproquement, les soucis que les uns et les autres peuvent avoir et l'aide à la décision. Vaste projet de vie, vraiment, mais mais on voit que ça a été en effet une quête de compréhension et voir comment on peut dépasser ces différences culturelles pour un vivre ensemble et dépasser les croyances pour éviter les dogmes et trouver un processus, et peut-être que ce sera notre questionnement derrière, de compréhension réciproque. De la différence. Exactement. Voilà. Alors, j'ai ça m'amène écrit un article, mais le titre seul le rappelle, dans un livre chez Duno. L'article s'intitule Sagesse des cultures et culture en conflit, au pluriel. Sagesse des cultures et culture en conflit, que je ne connaissais pas, et d'ailleurs je vais vite m'y plonger. Ce sera un de mes prochaines lectures. Les exemples que j'ai donnés suffisent. Oui, tout à fait. On continue. Alors, du coup, venons sur ce processus qui a intégré notre paysage judiciaire en 1995 et qui est aujourd'hui dans toutes les bouches
dans toutes les cultures également, la culture de l'éducation, on vient mettre de la médiation. On parle de médiation consommation, on parle de médiation à l'école, on parle de médiation en entreprise, on parle de médiation dans toutes les formes non, dans le milieu judiciaire. Et puis, on a des typologies aussi, médiation intégrative, médiation relationnelle, médiation transformative. Est-ce que, alors là, ce serait peut-être un peu provocateur, est-ce que ce processus n'a pas perdu un peu de sa superbe et est-ce qu'on ne pourrait pas considérer aujourd'hui que la médiation, ça devrait être une culture humaine, de notre humanité en fait, c'est de savoir intégrer dans notre savoir-être cette culture-là pour, comme je sais pas, comme le fait de parler français en fait, et de définir d'autres modes de résolution des litiges derrière. Donc vraiment, est-ce que ça n'a pas dilué, on n'a pas on n'est pas venu du coup perdre un peu de sens de ce qu'est la médiation? À quoi ça sert? Alors, je vais vous donner une réponse positive et une réponse négative. Une réponse positive, c'est que effectivement la médiation pourrait être une culture, c'est-à-dire une manière de vivre ensemble. Et chaque fois que nous avons un désaccord, une décision qui ne convient pas, de se poser et de dire, déjà entre nous par le langage va être le médiateur en direct entre une personne et une autre. Et comme on le disait traditionnellement, on s'explique. Je cite souvent cette phrase populaire qui est on a été au bistrot, on s'est expliqué. Maintenant, ça va. Hein. On s'est expliqué. Donc, l'explication réciproque devrait être, effectivement, pourrait être une culture, et c'en est une quand même dans la société, tout ne va pas à ce point si mal, et c'est bien, j'apprécie l'idée de dire que c'est un mode de vie. Se dire, quand je ne suis pas d'accord avec l'autre, je lui dis pourquoi toi tu veux ça. Et on Oui. échange. Ça me rappelle une phrase que j'ai entendue aussi en Martinique, quand je faisais une formation à des chefs d'établissement et des proviseurs. Et on m'a expliqué qu'en Martinique, une phrase très fréquente était que quelqu'un aille vers l'autre et lui dise, allez, s'il te plaît, fais ça pour moi. Fais ça pour moi. Et je me suis dit que la médiation, finalement, dans son résultat espéré, c'est un fais ça pour moi réciproque. Mm. C'est-à-dire, fais ça pour moi et moi, tu peux me demander, je ferai ça pour toi. C'est cet échange des deux fais ça pour moi que même des avocats devraient, en négociation, avoir en tête, il me semble. C'est ma réponse positive. Maintenant, une réponse qui est négatif par rapport à ce que vous avez dit sur la médiation comme une mode, dans une question que vous m'aviez posée par écrit avant, Mm. est-ce que la médiation n'a pas perdu sa superbe ou des choses comme Mm. ça, du fait qu'on emploie ce mot dans plusieurs lieux et souvent. Première remarque, ce sont en particulier les médiateurs, les sympathisants de la médiation, ceux qui connaissent bien le mot, qui remarquent que ce mot est partout. Je fais l'hypothèse que les autres ne le remarquent pas du tout. Le mot, il glisse comme ça. Mm. C'est-à-dire, les gens remarquent cette évolution parce que ça les intéresse eux. Mais au départ, beaucoup de gens ne sont pas inquiets par rapport à la médiation, n'ont pas cette admiration que peuvent avoir les médiateurs eux-mêmes, parce que ça leur correspond, parce que ça leur plaît. Et M. X dans la rue, il vit sa vie, il a toujours eu la même croyance, il est avec sa famille, il éduque ses enfants, et il n'est pas aussi sensible que ça à la médiation. Toujours dans le négatif, quand on entend le mot, eh bien, on ne sait pas très bien ce que cela veut dire. Ça veut dire parler ensemble. Alors, la France, les États-Unis et le Qatar sont médiateurs entre le Hamas et Israël dans le temps présent.
la Turquie entre la Russie et l'Ukraine, bon, ça veut dire bon, qu'ils les font parler. Mais les gens ne se doutent pas que derrière le mot, il y a une méthode, qu'il y a une façon de faire, d'écouter, de comprendre, de vérifier la compréhension réciproque, d'imaginer toutes les solutions possibles face à un problème. Donc, c'est un truc un peu banal, si vous voulez. En ce sens, je pense que quand vous citez beaucoup de secteurs comme ça, la médiation à l'école, la médiation en entreprise, la médiation dans les relations de travail, et vous savez par exemple, ou vous ne savez pas, que dans les relations de travail, le mot médiation existe dans le Code du travail. Le mot existe depuis 1955. Ce n'est pas comme on croit dans les dernières années, en 1980, que ce mot a émergé. Donc, il a augmenté en usage, en pratique, et il continue légèrement à se développer. Et même quand on cite les récents développements que vous devez connaître, c'est-à-dire le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui souhaite que se développe l'amiable, le ministre de la Justice, Dupond-Moretti toujours, qui crée le Conseil national de la médiation, organe consultatif. Il envoie dans les juridictions 9 ambassadeurs de la médiation composés de magistrats, d'avocats, pour bien faire connaître ces mots d'amiable. Alors, on a même, excusez-moi, on a même changé de vocable. C'est-à-dire que le Centre national de la médiation a été, on a changé le vocable de médiation à un amiable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on présente les ambassadeurs, non plus les ambassadeurs de la médiation, mais les ambassadeurs de l'amiable. Donc Oui. ça, c'est d'ailleurs intéressant, ce changement. Mais ceci a une raison particulière. Ça, Oui. dans les définitions, au moins les miennes, la négociation, c'est un échange direct d'explications pour arriver à une décision directe entre parties. Par exemple, avocat et partie, avocat et partie. Et il y a un modèle qui s'appelle, que vous connaissez, la procédure participative, qui est la rencontre directe. La négociation, c'est la rencontre directe entre deux entreprises, un syndicaliste et un responsable des relations humaines, etc. La médiation, c'est, moi j'utilise le mot pour la médiation par le langage, il y a un intermédiaire. Et en gros, les parties et leurs avocats acceptent l'intervention d'un tiers extérieur qui est un peu l'organisateur de la parole, le chef d'orchestre, pour que les gens ne parlent pas en même temps, pour que les gens explorent bien toutes les causes possibles, toutes les solutions possibles, donc un guide. Et comme je le disais dans un article que je vous ai envoyé, le médiateur, il est guide et en même temps, il est guidé par les parties parce que c'est leurs soucis sur lesquels ils travaillent. Donc, chaque fois qu'il y a un intermédiaire extérieur, on va, s'il agit en médiateur, il y a aussi le conciliateur, je ne vais pas entrer dans les nuances de la différence, c'est l'aide d'un tiers extérieur aux parties et à leurs avocats pour organiser les échanges. Parfois, je dis, c'est une division du travail. En entreprise, il y a une division du travail. Les uns vont à la production, les autres à la commercialisation, les relations humaines. Et là, dans une négociation dure ou plus difficile, eh bien, on permet à chaque partie justement de vivre sa vie et ce qui la préoccupe, elle, de même pour l'autre, mais au lieu qu'elle s'embrouille entre elles, on donne à un troisième ou à une autre personne la tâche de faire parler les uns et les autres à tour de rôle avec une méthode progressive pour arriver à la décision. Si on est passé à l'amiable, c'est que le mot amiable désigne en fait toutes ces méthodes. La négociation entre avocats comme entre parties, la procédure participative et la médiation avec l'intervention du tiers. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens arrivent à s'arranger quand ils sont en conflit entre eux en s'expliquant justement, au sens que j'ai donné tout à l'heure. On s'est expliqué, maintenant ça va. Et ça décharge les tribunaux,
et les gens sont plus contents parce que l'un n'a pas gagné et l'autre perdu. Et ils se sont trouvés, grâce à ce médiateur qui a introduit une méthode de prise de décision ensemble. C'est donc pour vous dire que l'amiable élargit la médiation, mais n'exclut pas la médiation. C'est une des parties de l'amiable. Parce qu'au fond, et c'est ma conviction, moi, j'en ai rien à faire de la médiation, d'une certaine manière. Si les gens s'arrangeaient entre eux, comme mon père et ma mère, comme des gens de cultures différentes, on n'aurait pas besoin du tiers. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'ils s'opposent. Et dans les rapports de force, souvent, l'un veut avoir raison et tort, et il y a une confusion, je dirais, entre le sport, le match de foot, où on veut gagner, et vous voyez comment ça mobilise les énergies lorsque dans un stade, bientôt dans les Jeux olympiques, vous allez avoir dans les tribunes, quand un but passe ou qu'à la fin, une des parties a gagné, entre guillemets, les gens dans une espèce de joie extraordinaire et de cris, alors que d'autres sont dans les pleurs et font grise mine. Avec en plus, comme il est arrivé récemment, des bagarres entre sympathisants. C'est-à-dire que ça mobilise des énergies du type gagner-perdre. Or, dans la culture de la médiation que vous avez dite, on n'est pas dans une culture du gagner-perdre. On est dans une culture du tu me dis ce que tu souhaites, je te dis ce que je souhaite, et on cherche ensemble. Il n'y a pas de gagnant et perdant, où certains disent tous les deux sont gagnants. Hein. Je préfère parce que le mot gagnant est assez quantitatif. 3-0, 2-0. Utiliser les deux à la fin. L'objectif final de la médiation, c'est que les deux parties soient satisfaites. Ce n'est pas gagnant, c'est satisfait. Et on peut être satisfait de différentes manières. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Alors, du coup, sur cette question un peu... exemple, parce que je crains que vos auditeurs ou ceux qui écouteraient ce podcast, le cas d'un divorce, pension alimentaire, l'avocat dit à la femme, par exemple, vous savez, 800 €, c'est vraiment minimaliste, c'est pas assez. Au tribunal, je peux vous faire obtenir au moins 1100 €. Et la dame dit, ben non, finalement, je vais mettre d'accord avec mon mari sur ces 800 €. L'avocat, parfois, ça lui est insupportable. Lui, il a été entraîné à obtenir le maximum pour son client. Et il va insister, dire, mais non, madame, ne faites pas ça. Hein, on va au tribunal, je vous assure que vous allez obtenir ça. C'est la jurisprudence. La dame préfère obtenir 800 €. Eh bien, c'est son choix à elle. Ce sont les parties qui doivent décider, pas les avocats. Parce que, si vous voulez, dans ce cas-là, la dame pensait, si je vais au tribunal et j'obtiens même 1100 € contre mon mari, il va être très insatisfait, il va avoir une mauvaise relation avec moi, je ne vais pas le voir ou moins le voir, moi je souhaite garder une bonne relation. Je préfère m'arranger avec 800 €, je lui donne ça, et lui, il me donnera sa reconnaissance, et la relation continuera. Dans cet exemple, vous voyez que, comme vous l'avez dit vous-même, on préfère parfois avoir moins que ce qui pourrait être en droit, mais avoir plus de bonheur ou de satisfaction. Voilà, donc c'est ça qui est important. On peut dire, et j'en termine, qu'on arrive à des accords satisfaisants ou tout au moins, parfois, partiellement satisfaisants. Il ne faut pas être démagogique, y compris en médiation. Ce n'est pas toujours le paradis, mais c'est une solution acceptable et satisfaisante pour en finir et garder une relation. Alors, sur cette question-là, du coup, est-ce que le processus a perdu sa superbe? Oui, parce que, enfin plutôt non, parce qu'on est sur une acculturation et c'est très bien qu'on l'entende de partout et que ça vient être comme une troisième langue pour beaucoup de gens et de pouvoir échanger et savoir avoir cette culture-là de l'échange, de la communication, c'est une très grande richesse et en même temps,
c'est aussi, ça n'est pas vrai parce qu'il y a une méthode derrière, il y a un processus Et ce n'est et il pas y a des cas. majoritaire. Et ce n'est pas On ne majoritaire, en l'utilise effet. pas, hein. Exactement. Parce que en vous entendant parler, au niveau de ce processus, on reste encore sur du dogmatisme sur ce processus-là. On entend souvent certains médiateurs dire la médiation, ça doit être ça, c'est-à-dire une médiation relationnelle. La médiation, ça doit être ça, c'est-à-dire Vous une avez médiation raison. intégrative. Donc, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas rassembler et éviter ces dogmatismes qui sont faits, qui n'ont d'intérêt que pour ceux qui pratiquent la médiation et pas ceux qui l'utilisent? Est-ce qu'on ne pourrait pas représenter un mot qui puisse rassembler tout le monde et éviter ces postures-là? Certains parlent de médiation projet, par exemple. Est-ce que ça peut Médiation être commun, médiation, médiation projet, c'est c'est-à-dire encore autre chose, ça. un processus au service de quelque chose, D'accord? Mais ça a un autre sens, si vous à un voulez, autre que sens je pourrais également. vous préciser. Euh, vous, La question est vous- embarrassante. la question n'est pas embarrassante, mais moi j'aime bien prendre mon temps pour dire un peu de mots, des choses précises, le plus précises possible. C'est-à-dire que ça ne changerait pas grand-chose si vous voulez réunir les différents modèles, les différents modes. Mais vous avez raison sur les dogmatismes, au sens où la médiation, voilà comment il faut faire. Vous savez, des médecins peuvent ne pas avoir la même manière de faire, des avocats peuvent ne pas avoir la même manière de faire. Et il en est là comme dans toutes les activités humaines, hein. Euh, ce n'est pas très grave et c'est vrai que certains ont une définition étroite de la médiation, c'est ça et que ça. D'autres, comme moi, ont une définition très large de la médiation. Donc à chaque fois, il faut demander à chacun qu'est-ce que vous entendez par médiation, comment vous faites. Il faut s'informer. Mais il n'y a pas une seule méthode, il n'y a pas une seule manière de faire, et ni un seul domaine. Vous avez raison, on pourrait avoir un autre mot. Vous venez d'en dire un vous-même, l'amiable. Mais dès que vous dites l'amiable, ça veut dire ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on Oui, fait concrètement? et concrètement, oui. Et ce n'est pas très grave qu'il y ait des pratiques différentes, mais il faut interroger chaque pratique. Et quel que soit le domaine en matière de conflit, hein, parce qu'on dit la médiation culturelle, c'est être entre les œuvres d'un musée et les visiteurs. Je suis médiateur parce que je suis Tout le à guide fait. du musée et que j'explique la médiation animale parce que Mm. dans des hôpitaux ou dans des EHPAD, des maisons de retraite, on introduit un chien, un chat, des lapins et les gens ont du plaisir à retrouver contact avec la vie. C'est un intermédiaire entre la personne âgée ou la personne malade et le monde extérieur. Un psychologue, Winnicott, disait que le jouet, par exemple, les jouets que les enfants ont, le jouet est un médiateur entre l'enfant et le monde. Donc, vous voyez des utilisations très larges. Revenons, je crois, vous êtes avocate, à la médiation en situation de conflit. Les pratiques peuvent être légèrement différentes et quand vous choisissez un médiateur, il me semble utile d'en consulter plusieurs et de leur dire comment vous faites et d'en choisir un, comme on choisit un avocat ou un médecin. Mm. Ceci dit, je pense que derrière votre question, et c'est l'une des questions que vous me posiez, on en parle beaucoup, mais il y a des résistances à aller en médiation et des refus de médiation. Je peux vous éclairer là-dessus. J'ai beaucoup écouté les gens. Ma méthode, en tant que chercheur et pas qu'enseignant, c'est d'écouter ce qui se dit. Et j'ai écouté pourquoi des gens n'avaient pas envie d'aller en médiation, pourquoi ils allaient plutôt devant un juge, ou pourquoi ils refusaient la médiation. Je vous donne quelques exemples de paroles que j'ai recueillies. Premier exemple, un directeur des relations humaines d'une très grande entreprise. Comme je vais parler de la médiation pour aider
à la résolution. Il m'a dit, vous savez, je crois qu'en entreprise, chez nous en tout cas, mais en entreprise, ça ne va pas se développer. Ça ne va pas se développer. Parce que, ah oui, pourquoi? Parce que les organisations aiment bien laver leur linge sale en famille. Ce qui se joue pour la famille, ce sont des histoires intimes entre un monsieur et une dame, entre un enfant et ses parents. Eh bien, c'est de l'intime. Et l'intime, on ne le révèle pas facilement à une personne extérieure, en plus qu'on ne connaît pas, le médiateur. Pourquoi le ferais-je? Deuxièmement, mais lié à ça, il y a donc une pudeur aussi. Troisièmement, il y a des confusions. On se dit, s'il y a quelqu'un d'extérieur qui va venir, il va nous juger. Et j'ai pas envie d'être jugé, parce que justement, j'ai peut-être fait des bêtises moi aussi. Et on confond parfois le médiateur avec l'arbitre. Il va nous dire comment ils font faire, le conseil. On n'est pas au courant du fait qu'il est dans la neutralité, l'impartialité pour faire que les deux personnes se trouvent entre elles. Il peut y avoir comme cause aussi le plaisir du conflit, le plaisir du débat. Vous devez connaître, par exemple, vous m'avez expliqué, que les avocats disent qu'il y a des maniaques du procès. Ils vont chez leur avocat et attaquer le voisin pour telle et telle chose. Bon, on va l'attaquer parce qu'il laissait, il faisait trop de bruit ou de la fumée ou des odeurs, etc. Et il perd même son procès. Eh bien, on va attaquer sur autre chose, on va attaquer ailleurs. C'est-à-dire, le conflit et le procès peut être un mode de vie, presque, hein, parce qu'on aime le conflit. Hein. J'ai une collègue avocate me disait qu'elle était l'avocate d'un chirurgien à la retraite et qui lui demandait constamment d'entamer des procédures. Ça nourrit la vie et quelque chose qui pourrait vous étonner, mais enfin, moi ça m'a étonné, mais je me suis dit, mais c'est du bon sens. J'ai beaucoup travaillé dans la formation des juristes des compagnies d'assurance juridique. Vous savez, celles qui peuvent, on donne 50, je dis ça pour ceux qui ne connaîtraient pas, 50 € par an. Et si on a un problème avec son patron, son voisin, l'entreprise fournit un avocat, en fait terme. Et ils ont aussi essayé de fournir un médiateur. Et comme j'étais avec une centaine de juristes de compagnies d'assurance, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des catégories parmi vos assurés qui font plus appel à l'assistance juridique? Et ils m'ont répondu sans hésiter, oh oui, les retraités. Les retraités parce qu'il y a un vide dans la vie. Et le conflit est une manière de remplir le vide. Remplir le vide, tout à fait. Et à ce stade, le conflit, je vous ai cité le plaisir de gagner, mais c'est le plaisir de l'occupation. Et ça occupe aussi les gens parce que ça les rend préoccupés. Et au lieu d'être dans le négatif des préoccupations, ça leur évite de penser à autre chose, soucis, et j'en termine là. Donc, je pourrais vous donner 21 raisons que j'ai observées de ne pas aller en médiation. En voilà quelques-unes, je vais régler mes comptes moi-même, par exemple. Mais oui, c'est d'ailleurs une des principales, un des principaux freins que nous voyons, nous, en tant qu'avocats, c'est que on entend souvent les justiciables ou les clients nous dire « Je vais m'arranger avec, en matière familiale, mon époux, mon épouse, et on viendra vous voir pour que vous puissiez rédiger l'acte. » C'est une confusion, enfin, c'est une façon de penser. Il y a une dichotomie qui est faite entre l'intime, je préfère le garder et je préfère faire en sorte que nous puissions nous arranger ensemble, et puis vous, la technicité, c'est de votre domaine. Bon, avec l'intervention de l'intelligence artificielle et la possibilité avec les Legal Tech de rédiger de manière automatique un acte, ça pose question de notre rôle en tant qu'avocat. Mais on ne va pas parler là-dessus. Alors, peu importe. Je peux juste ajouter une petite chose. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais ou plutôt avocats,
passe à côté. Je sais, on me disait qu'il y avait 30% d'avocats qui sont au SMIC et qui n'ont pas Oui, d'activité. tout à fait. Les avocats passent, de mon point de vue, à côté d'une très belle profession qu'ils pourraient étendre. Exactement. Ils pourraient étendre vraiment dans un rôle de conseil, hein, Mm, euh, mais de conseil qui dépasse euh, la technicité juridique. mm. L'avocat, comme l'expert comptable, comme certaines professions, le notaire, pourrait développer son rôle de confident. Mm. Vous comprenez, même un avocat, je ne vais pas aller dire, vous savez, j'ai du mal à satisfaire ma femme ou mon mari sexuellement. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait l'amour. Mm. Ce sont des choses très intimes. Il y en a qui le font. Mais si l'avocat, dans la conception que les gens peuvent en avoir, est une espèce de confident juridico-social, Mm. il pourrait étendre son champ, au moins ceux qui le sentent comme ça, parce que Exactement. certains se considèrent uniquement techniques. Exact. Et votre manière d'être avec vos clients peut leur donner le sentiment de pouvoir s'appuyer non seulement sur un technicien du droit, mais sur un confident humain. Mm. C'était ma parenthèse. Merci beaucoup pour cette parenthèse qui est en effet importante et fait partie des préoccupations pour notre profession aujourd'hui. Alors, pour revenir sur la médiation, on est là sur, peu importe le terme, ce qui est important, c'est la pratique et c'est la méthode. Et attachons-nous à la méthode pour pouvoir faire le choix le plus approprié, plutôt que sur un vocable. Et si on pensait des pistes d'amélioration pour faire en sorte que ce processus ait une place toute indiquée en qualité de résolution des conflits face aux freins qu'on peut voir. Certaines pistes ont été données. La médiation obligatoire, le préalable de médiation obligatoire, ou voire même on pourrait se poser des questions d'évolution. Est-ce que, parce que on est dans dans une société alors de plus en plus violente, les conflits sont quand même extrêmement, on est plus, voilà, en matière familiale par exemple, on est en train de voir des explosions de violence. Est-ce que ça peut être une méthode qui peut s'adapter aussi dans le cadre de ces violences-là? Quelle pourrait être, du coup, la méthode qui pourrait être appropriée ou le process approprié pour que réellement elle ait un rôle clé dans la résolution effective des conflits en matière judiciaire? Merci pour cette question. Je prends là aussi mon temps parce qu'elle est complexe et que je constate que jusqu'ici, nous avons relativement peu donné d'exemples. Et je pense qu'il faudrait donner plusieurs exemples avant de terminer cet entretien. Première question que vous soulevez, la médiation obligatoire. Ma remarque serait qu'il y a eu un très mauvais choix de vocabulaire. Quand on dit obligatoire, les gens n'aiment pas que ce soit obligatoire. Donc on choisit exactement le mot obligatoire qui fait que les gens vont dire qu'est-ce que c'est que ça, hein? On Mm. va m'obliger à, surtout dans des sociétés qui valorisent la liberté. Mm. C'est-à-dire que c'est un problème, ce mot, et on choisit exactement le mot qui va poser problème. Pourquoi? Parce que l'esprit de la médiation obligatoire est différent et qu'on pouvait choisir d'autres mots. Je vais vous les dire. Première possibilité, on dit c'est une médiation, c'est une procédure préalable. C'est-à-dire qu'avant d'aller chez un juge, en tout bon sens, on vérifie avec un spécialiste, le médiateur, que tout a été expliqué sur les causes du conflit, tant pour l'un que pour l'autre, parce que souvent il y a des non-dits, des causes cachées. Et y compris au tribunal, l'avocat invoque le plan juridique le plus souvent et moins les autres parce que le juge doit juger en droit. Ouais. Donc,
il va vérifier que tout a été exploré sur les causes et les besoins. Deuxièmement, on va explorer, avant d'aller chez le juge, que tout a été exploré sur les pistes de solutions possibles. Et là, on est dans la créativité. Je travaillais hier avec un groupe de médecins, gens de la ou chirurgiens ou professeurs en hôpital qui sont délégués comme médiateurs, qui sont formés à l'école de la santé publique comme médiateurs. Et on prenait un cas entre une infirmière et son chef de service qui avait posé problème dans un hôpital parce qu'on l'a déménagée de 4 kilomètres et elle n'avait pas de voiture, etc., etc. Elle avait des enfants proches. Bon, elle refusait ça. J'ai proposé au groupe d'imaginer des types de solutions que l'on pouvait trouver sans dire qu'ils allaient tous marcher, mais chercher des idées. J'ai mis les personnes à deux, et à deux, ils en ont trouvé 9 idées différentes. Ensuite, j'ai fait le résultat avec les 18 personnes qui étaient là, et on est arrivé à 17 solutions. Je veux dire par là que lorsque les gens sont amenés à prendre une décision, ils sont loin d'explorer toutes les solutions possibles auxquelles ils ne pensent pas. Donc, l'idée qui est là, c'est de ne pas déjà surcharger le juge avec des choses qui peuvent se régler ailleurs. Il y a des pays où c'est devenu obligatoire. Je ne sais pas si ça s'appelait comme ça, l'Italie, l'Argentine, mais ça a largement eu son succès parce que c'était un rituel, si vous voulez. On va d'abord en médiation. Certains avocats ou certaines parties l'ont pris comme une formalité. Bon, on va là-bas, après on ira au tribunal, on va arriver à ne pas s'arranger. C'était presque décidé d'avance. Oui. Mais dans plus de 50% des cas, les gens s'arrangent. Donc, c'est une très belle idée de résolution des conflits. Donc, première idée, ça devient une évidence comme préalable à l'accès au juge. Un audit, une vérification que tout a été bien travaillé. Deuxième idée, on dit souvent aux gens, même le juge quand il propose une médiation, et même quand il y a une information sur la médiation, c'est-à-dire que les médiateurs expliquent de quoi il s'agit, les gens sont loin de sentir et de penser comment ça va se passer vraiment. C'est-à-dire que quand ils disent oui ou non à la médiation qui leur est proposée, en fait, ils ne disent pas oui ou non à la médiation qu'ils vont vivre, ils disent oui ou non à la représentation qu'ils se font, à leur imaginaire. Je vous ai dit, à l'arbitrage, il ne va pas pouvoir rester neutre, un être humain est sensible, l'autre va pleurer et puis ça va aller dans le sens de l'autre. Donc, il n'y a pas bien réussir à il va bien réussir à le convaincre. Voilà. L'autre parle mieux que moi. C'est une des raisons de refuser la médiation. L'autre sait s'exprimer. Moi, je n'ai pas le langage. Je vais pas le faire parce que l'autre sait mieux parler que moi. Eh bien, nous avions dit d'abord donc le préalable. Maintenant, la deuxième idée, c'est la médiation choisie. Au lieu de dire obligatoire, on aurait pu dire il va y avoir la procédure de la médiation choisie. Et faire qu'avant d'aller chez le juge, on rencontre un médiateur, au moins pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures. L'État pourrait même le rémunérer parce que ça va décharger son budget ministère de la Justice. Les Québécois font ça. À l'époque, je me souviens qu'en médiation familiale, on avait droit à 2 ou 3 sessions gratuites. C'est 4 sessions gratuites. Qu'une seule, 4.
Mettons même qu'il n'y en ait qu'une seule, mais de 2-3 heures. Mm. Les gens vivent ça et on leur demande à la fin, est-ce que vous voulez contribuer? Et on va vous demander de contribuer financièrement. La médiation est choisie parce que ce n'est plus à l'idée qu'ils se font de cette chose, mais à ce qu'ils ont vraiment vécu, dans lequel le médiateur leur a montré qu'il les comprend, qu'il comprend aussi l'autre partie, qu'il a cherché à vérifier justement tout ce qui a pu me causer des dégâts, qu'il a essayé d'entendre aussi l'autre. J'ai d'ailleurs découvert des choses que je ne savais pas sur l'autre, et lui a découvert des choses que je ne savais pas sur moi. Alors peut-être que ça pourrait avancer et ça donne plus envie de vivre la médiation. Et ça pourrait la rendre beaucoup plus populaire. Parce que les gens ont vécu quelque chose si le médiateur est aussi bon. Et actuellement, il y a plus de médiateurs qu'il n'y a de demandes de médiation sur le marché. Exactement. C'est pour ça que je dis consulter plusieurs, en choisir un. Ouais. Mais vous voyez, effectivement, pour ma part, en tant que Jacques, je suis favorable à ce que soit étendu le préalable de la médiation avant saisie du tribunal, sauf urgence, référé. Mais même dans ce cas-là, le juge des référés envoie en médiation immédiate, pratiquement. Mais il faut que ça passe par le juge, à mon sens, pour qu'il demande que ce soit immédiat. Deuxièmement, la première expérience, qui n'est pas l'information sur la médiation, mais carrément la première séance de médiation. C'est-à-dire la médiation comme choix, choisi. Donc le préalable ou la médiation choisie, parce qu'on en fait une de 3 heures ou de 2 heures, peu importe. Il y a en plus maintenant le Zoom ou tout ce qui est virtuel. C'est extraordinaire, comme ça peut éviter de se déplacer. Et avec tous ces moyens-là, moi j'en ai fait une dans un couple qui se séparait, et puis ça a fonctionné. C'est vrai que certains disent il faut qu'il soit présent, d'accord, mais à défaut, on peut pas. faisons comme ça. C'est extraordinaire le développement de ça depuis. Bref, je supprime le mot obligatoire, j'institue un préalable à l'accès au juge et je propose la médiation choisie. Ceci est d'autant plus vrai que dans la théorie de la médiation, dans les grands principes, on dit aux gens, vous êtes libres et vous pouvez arrêter la médiation à tout moment. Ce n'est que l'application de ça. Ce n'est pas obligatoire. On commence à vivre la chose, on la comprend et on dit, ben oui, on continue ou je vais arrêter parce que je ne sens pas et je préfère aller devant le juge. Ce serait beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair, en effet. Parce que parce que dans mon propos introductif, je ne l'ai pas présenté, mais on est en cours d'expérimentation en ce moment devant certains tribunaux, Bordeaux, Évry, sur la médiation préalable obligatoire. C'est comme ça que c'est présenté. Certains tribunaux civils font des doubles convocations, notamment sur le poste du poste contentieux en matière familiale, par exemple, où vous avez une convocation devant le juge et puis une convocation, une incitation à une première réunion d'information auprès du médiateur. Il y a des pratiques qui se sont développées. Une expérimentation où il y a eu un rapport sur 2023 par le Conseil d'État dans la fonction publique avec une médiation préalable obligatoire pour ce type de contentieux. C'est exact. J'ai formé des médiateurs administratifs. Exactement. Donc, voilà, on est vraiment sur cette poussée, essayer de voir quels seraient les effets positifs et négatifs, mais ce qu'on peut voir ensemble, c'est que avec l'expérience internationale aussi, parce que comme vous l'avez rappelé, le Québec est en avance depuis plus d'une dizaine d'années sur ces pratiques-là et ont mis en place tout un système avec sous l'égide de la justice participative qui met en place un certain nombre de principes directeurs, la responsabilisation des avocats dans la gestion du procès, la responsabilisation des justiciables dans la gestion de leurs conflits, la question de proportionnalité, une mesure adaptée et proportionnée à la situation et au contexte. Et ils ont mis en place plein de préalables
et ce sont parfois des préalables à la médiation, mais c'est surtout un vocable qui est beaucoup plus large, puisque toute forme de résolution des litiges est mise en avant. Alors, ils n'ont pas la procédure participative, mais négociation, médiation, conférence de règlement amiable pour le Québec, avec beaucoup, beaucoup d'informations préalables et des réunions qui se font en Zoom. Alors, parfois, oui, il y a des gens ils sont en train de faire un peu une rétrospective, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, parce qu'ils sont bien sur l'expérimentation, et ils voient bien que parfois, ces premières réunions, c'est des réunions qui sont prises un peu à la légère, mais il y a quand même de l'information qui est donnée. Ce sont des petits pas, en fait, qui permettent d'aller sur du choix, en fait. Aujourd'hui, on est vraiment comme dirigé, en fait. On est sur des lignes directrices avec des vocables pas forcément adaptés, parce que quand vous l'évoquez, des pistes d'amélioration, faire une audite, c'est pas faire une médiation, c'est dire, bon, bah, est-ce que vous avez fait ce temps-là de compréhension de l'autre et du problème, pour pouvoir C'est ça. ensemble se dire quelles sont les directions qui sont possibles et regarder tout ce qui est possible. Maintenant, qu'est-ce que vous choisissez entre toutes ces directions-là? C'est Et, ça. et je pense qu'en effet, ça pourrait être dans un cadre judiciaire adapté, poussé dans un processus et une procédure judiciaire beaucoup plus fructueux et efficient. Aujourd'hui, certains avocats mettent en place ces audits, mais c'est Oui, compliqué, c'est complexe, parce qu'on va sur des fractures identitaires entre ce qu'est être avocat aujourd'hui, c'est dommage, parce que ça empêche le justiciable d'être vraiment en responsabilisation de son conflit. Alors que si on avait tout un modèle où ce serait un choix, le choix du juge, le choix de la médiation, le choix de la procédure participative, le choix d'une audience de règlement amiable, on aurait beaucoup plus d'efficience et on serait au cœur d'un système judiciaire qui, où on met la personne au cœur du règlement du litige. C'est-à-dire que on serait centré sur le justiciable et pas centré sur des contraintes de flux, des contraintes administratives, des contraintes diverses et variées. On replacerait l'individu au cœur du processus. oui, mais euh, c'est, ça peut aussi ne pas être nécessairement un choix au départ, comme je l'ai dit, euh, au sens où ça peut être un rituel nécessaire. Oui, Ça pourrait être une évidence, ce que vous dites. oui, C'est-à-dire, on commence par ça. ce serait bien d'ailleurs. Euh, on commence par ça. Moi, je ne suis pas contre un service public de médiation. On m'avait cité l'exemple de la Californie, et c'était l'histoire des trois portes. Il y avait au tribunal une porte d'entrée qui était juge, une porte d'entrée qui était arbitrage, et une porte d'entrée qui était médiation. Et on pouvait choisir sa porte, par exemple. Et je ne suis pas contre un service public de médiation, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médiateurs formés, ils devraient se Mm. perfectionner. Mais euh, l'État, en instituant dans chaque tribunal un service public de médiation auquel, mais j'assimile à la conciliation, si vous voulez, Mm. sans trop faire de différence, Mm. auquel on peut s'adresser d'abord, et en assurant, je l'ai dit tout à l'heure, cette rémunération du médiateur, en assurant aussi pour les avocats qu'ils soient formés à l'accompagnement de clients en conciliation ou médiation, Mm. et qu'ils sachent que c'est autre chose que simplement dire le droit et argumenter, Ouais, mais comprendre réciproquement ce qui se passe, ce qu'ils devraient faire aussi en négociation. exact. Euh, ça pourrait être une belle chose. Et on Mm. peut s'inspirer de l'Italie et de l'Argentine. Je sais également qu'en Turquie, ils ont institué pour le civil ceci comme obligatoire. Mais ils ont fait une chose. Alors qu'il y a beaucoup de médiateurs formés, ils se sont dit, un des points de résistance, justement, ce sont les avocats. Mm. Et ils ont créé un monopole
des avocats pour être médiateurs. Ah Dans ouais, certains pays, ils les forment en 60 heures, ce qui n'est pas assez à mon sens. bien sûr. Et les avocats devraient être formés, vous savez, une durée moyenne, c'est maintenant 200 heures. Et ce n'est pas les heures qui comptent, c'est la capacité Oui, à être médiateur et à comprendre tout à la fait. manière de faire. Et ceci nous amène à rappeler que un des lieux de résistance, ce n'est pas seulement les personnes, les partis. J'ai parlé de l'intime, j'ai parlé de qui va être partisan de l'un ou l'autre. Vous connaissez les résistances des avocats eux-mêmes et des magistrats. Tout à fait. Et ça, c'est important parce que dans les facultés de droit, ils ne sont pas formés comme ça. C'est vos Mm. confrères qui m'ont appris qu'ils ont été formés dès qu'un client parle à se dire aussitôt à quelle loi je peux rattacher ça et comment je peux argumenter pour. Ils ne Mm. sont pas formés à chercher comment ça se passe pour l'autre et comment s'arranger avec l'autre. Exactement. Alors ça, c'est quand même très fort. Alors ça se Mm. développe un petit peu dans les facultés de droit. On parle de la médiation, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Mm. Donc, il faut rappeler la résistance des avocats qui craignent dans leur idée de perdre économiquement si la médiation marchait, parce ils iraient moins au tribunal. Mm. Mais j'ai envie de vous dire le contraire. Si au contraire, ils développaient leur activité dans l'esprit d'un arrangement, eh bien, leurs clients pourraient aussi leur être fidèles. Ceux qui veulent plaider, qui veulent combattre, ils combattraient. Mais Oui. ceux qui veulent que ça s'arrange, ils sauraient que l'avocat est un expert de la négociation Mm. constructive, un expert Mm. de l'accord, même quand on est en désaccord. Mm. Mais tant des avocats, entre autres pour des raisons économiques, et je peux vous citer des exemples, il m'en vient un, je n'aurais pas envie de le dire, mais je le dis, dans un tribunal d'une ville que je ne nommerai pas, apprend que l'un de ses confrères a été nommé, je le dis quand même parce qu'il faut le dire, a été nommé comme médiateur. Et il dit qu'il va faire la médiation. Et un des avocats lui dit, bon, j'espère que... Et j'ai du mal même à le dire. Je sens. J'espère que tu vas la faire échouer, parce Oh que là comme là. ça reviendra pour nous au tribunal. Oh là Vous là. voyez, ça c'est l'extrême. Mm. Mais c'est la peur légitime Bien de sûr que c'est de la l'avocat, peur. Mm. la peur de on va me prendre mon métier. Mm. Mais les magistrats ont aussi des résistances. Le Oui. magistrat, il a été formé dans les mêmes institutions à Mm. dire le droit. Donc, le magistrat peut dire, mais vous m'enlevez ma mission. Moi, Mm. ma mission officielle, c'est justement de trancher, de dire le droit. Et je ne vais pas renoncer à ma mission. Je suis un mauvais magistrat si je dis allez vous arranger. C'est Mm. comme si j'accepte pas de travailler, comme on m'a Exactement, appris c'est à comme travailler. même un déni de justice. Certains se Donc, posent cette question-là. vous voyez que tout ça, et tout cet entretien, a des racines dans une complexité plus profonde, Oui, tout à humaine et fait. professionnelle. Mm. Mais si moi je regarde sur 80, j'ai commencé dans les années 83-84, et on est donc 18, 28, donc environ sur les 40 années. Il y a une lente progression, je dirais, et je crois que la médiation restera, sauf grande réforme, comme on l'a évoqué, Mm. choix de la médiation, le préalable de la Mm. médiation, Un service l'obligatoire, public que la amiable. médiation, en se développant lentement et régulièrement, restera la chose d'une minorité Minorité. active, Mm. tant chez les avocats que les Mm. magistrats, que chez les partis qui trouvent ça bien. Eh Mm. bien, ceux qui trouvent ça pas bien, eh bien, ils continueront à aller au tribunal Mm. en franchissant les obstacles qu'on a mis sur leur chemin. Alors, on pourrait
continuer parce que les questions de coûts sont aussi au cœur du sujet du développement de la médiation, surtout si on pense service public, ce sont des budgets à affecter. Si on pense aussi conflit, on pense aussi violence et il y a aussi Oui, énormément de sujets autour de est-ce que la médiation peut être adaptée dans des situations de violence? Parce que ce sont aussi certains propos qui sont tenus, c'est-à-dire que, bah, de toute façon, la loi la loi a tranché, la loi a dit, quand il y a des violences intrafamiliales, il n'y a pas de médiation. Alors que la reprise du dialogue, enfin, la compréhension de la violence et la compréhension du conflit, c'est là où c'est ultra nécessaire et ne pas proposer de solution pour moi, c'est indigne, c'est une violation aux droits humains, c'est laisser les personnes sans possibilité de pouvoir trouver un socle sur lequel s'appuyer, de protéger les vulnérables, une justice qui fait beaucoup plus de mal qu'autre chose. Donc, je ne sais pas si on peut développer encore ces sujets-là qui sont vraiment des sujets d'importance, mais j'aimerais bien peut-être vous entendre dessus quand même. merci. Vous évoquez donc violence et possibilité ou pas de médiation. Premièrement, quand vous dites violence, il y a plusieurs degrés de violence. Il y a la violence physique, et ça peut être un coup de poing, une gifle, Mm, et ça peut être un coup de couteau, et ça peut être un assassinat. Hein. mm, Il y a violence physique à degrés divers, il y a violence verbale, insultes, connard, t'es malhonnête, etc. Il y a la violence dite institutionnelle, c'est-à-dire la violence de la loi, de la règle que l'on vit comme insupportable, parce qu'elle est absolument obligatoire. Il y a la violence psychologique, le harcèlement, hein, la menace, la prise d'otage. Donc, tout n'a pas la même violence. Deuxièmement, vous évoquez les situations familiales. Même quand il y a violence grave, j'ai tapé ma femme ou mon mari, des bleus, 5 jours comment on dit, de médecin l'ITT. pour ne pas aller, d'ITT pour ne pas aller travailler, ou 10 jours ou 15 jours. Et il y a les situations plus graves où on est en prison, carrément. Alors, mon point de vue, c'est pas médiation ou pas médiation. Quand il y a violence, la société dit nous devons prendre une sanction. Alors, il y a amende, il y a prison, etc. Enfin, vous connaissez ça mieux que moi. Mon point de vue, c'est que la sanction n'est pas incompatible avec la médiation. Mm, Je comprends que les gens veuillent une sanction pour que la personne, on lui dise ça, ça ne va pas. Hein, et la société le refuse. Mais derrière ce que vous dites, il y a le risque que la personne qui est sanctionnée, amende ou prison, ça l'excite encore plus mm, pour se venger et pour exercer encore plus de violence quand il sortira sur son mm, conjoint. Donc, je crois que vous avez raison en disant qu'il faut qu'il y ait médiation pour que les gens s'expliquent, essayent d'arriver à un arrangement sur ce qui n'allait pas. On trouve là des choses aussi psychologiques et psychanalytiques profondes et difficiles. Et mm. c'est parfois les avocats qui utilisent ces arguments. Monsieur Untel a été battu dans son enfance et lui, il bat à son tour. C'est des phénomènes de répétition. Mm. Il ne remonte pas simplement à lui. Et malheureusement, les lois n'intègrent pas les connaissances que nous avons sur la psychologie profonde, Ouais. sur les phénomènes de répétition. Parfois, on condamne une personne, mais ceux qui devraient être condamnés ou qui sont à l'origine, c'est la génération Une antérieure génération antérieure. et Mm, d'autres expériences que la personne a vécues avec d'autres. Nous mm, sommes dans une ammoralité par rapport à ça. Et mm. les gens vont être emmurés pendant 10 ans. Et on comprend. Mais au moins, on pourrait
dans la décision du juge même, parler de tout ce passé, comprendre et reconnaître que ce n'est pas que la faute, parce qu'on est dans la culpabilisation, que ce Tout à n'est pas fait. que la faute d'un tel, mais qu'il a vécu des choses qui l'ont amené à répéter cette faute, et on le lui reconnaît. Mais que la société, on l'explique, régnant justement et voulant se protéger, va le mettre dans une situation d'isolement, mais qu'il sache qu'il n'est pas seul responsable et qu'il y a eu d'autres choses dans sa vie et qu'on le lui reconnaisse. Je pense qu'on vivrait la prison avec plus de tranquillité, en ne se Mm. retournant pas contre que soi-même, mais aussi sa propre histoire dont on Mm. est la victime. Tout à fait. Euh, je poursuis avec l'autre procédure. Donc, je vous ai dit, pour ma part, sanction et en même temps, chaque semaine, 10 jours, Mm. même en allant en prison, euh, reprise de la relation, Mm. compréhension de chacun par l'autre. Il y a aussi les cas graves, les coups de couteau, la blessure, l'assassinat, et vous connaissez ce qu'on a appelé, qui est devenu à la mode grâce à un film, la justice restaurative. Restaurative, oui. Alors, on peut l'appeler médiation, mais en particulier, on l'a nommé la justice restaurative. C'est une forme de médiation. Je ne vais pas entrer dans les détails, vous les connaissez Oui. peut-être, et le film Je verrai toujours vos visages, qui est remarquable. Mm. Euh, Film mais remarquable. il y a des cas, par exemple, c'est autorisé en Belgique et au Québec. Serge Charbonneau, par exemple, je crois même qu'il a écrit des choses, où à la demande d'une victime, ou à la demande de l'assassin ou de la personne, on demande de rencontrer l'autre, parfois des mois ou des années après. J'ai moi-même animé un débat à partir d'un film sur Arte qui s'appelait Malouine ou quelque chose comme ça, Mm. qui est un film réalisé par une personne qui a été violée par quelqu'un. Et 30 ans après, elle demande à rencontrer celui qui l'a violée. Et elle se propose même de filmer leur entretien. Wow. Elle-même, elle le demande, c'est-à-dire, il est même sorti de prison, euh, que des médiateurs ou l'INAVEM, je ne sais pas, l'Institut national des victimes et de médiation, propose la chose au violeur et travaille avec la personne qui a été violée. Ça arrive donc en Belgique, assassinat par exemple, pas que Mm. viol, et parfois en prison avec la famille de la victime. Il y a eu des résultats de recherche de ça, mais d'abord il faut que je vous dise que ça demande une préparation souvent de plusieurs mois, je dis Mm. plusieurs mois que semaines, pour vérifier que chacun est vraiment prêt à parler à l'autre sans être complètement détruit ou sans attaquer l'autre et le tuer Mm. et se venger. Donc c'est que chacun comprenne ce qui s'est passé pour l'autre. Eh bien, je trouve extraordinaire ces rituels, je dirais, où quand les personnes sont prêtes, et uniquement quand elles sont prêtes, et si elles sont prêtes, en présence d'ailleurs d'un médiateur, d'une Mm. médiatrice, de personnes connaissent ceci, eh bien, l'assassin ou le violeur sont amenés à dire qu'est-ce qui s'est passé avant pour lui. Qu'est-ce qui a amené à cet acte? Mm. Les victimes ou les familles de victimes, quand la personne est décédée, décrivent leur douleur, ce que ça leur a fait, décrivent ce qui s'est passé pour elles. Eh bien, les études montrent, quand on interroge après ceci la personne qui reste en prison ou les familles qui ont pu parler ou les victimes, chacun dit qu'il se sent mieux après ça, en général, en grand pourcentage, si Mm. ce n'est la totalité. C'est-à-dire que chacun vit mieux son deuil ici ou sa condamnation là-bas
parce qu'il a rencontré, parce qu'il a parlé et parce qu'il a mieux compris ce qui s'était passé pour l'autre, parce qu'ils se sont, pour revenir à un mot que je vous ai dit au départ, parce qu'ils se sont vraiment et sincèrement expliqués. Expliquer. Oui. Oui, c'est un très grand sujet qui est d'ailleurs traité de manière différente dans différents pays, notamment dans les pays comme le Liban également. Et je pense que toutes ces réflexions sont utiles pour faire en sorte que on puisse offrir aux personnes des espaces d'échange de communication avec des professionnels, avec une éthique réellement sur lequel ils peuvent s'appuyer, peu importe les méthodes, peu importe le process, parce que tout process se vaut et en fonction du contexte, tout processus et toute méthode a sa place. Mais aujourd'hui, notre champ judiciaire reste assez sclérosé, dogmatisé, et ouvrir ce champ des possibles avec un service public. Moi, j'adore, hein, service public de l'amiable, on pourrait l'appeler comme ça, plutôt que de la médiation, je ne sais pas, qui pourrait être un mot peut-être trompeur, mais au moins cet audit-là, avec des personnes expertes, performantes, qu'elles soient avocates, psychologues, peu importe leur champ de compétences, mais qui puissent être présentées dans un cadre judiciaire avec des processus adaptés, et ce, quelle que soit la situation conflictuelle, voire même dans des cas de violence, parce qu'il faut pouvoir s'interroger ensemble sur qu'est-ce qu'on peut offrir aux justiciables comme process et comme méthode pour les aider à résoudre les conflits face à une explosion des situations conflictuelles où l'argent, le budget de la justice n'est pas la solution. Le- Plus vous allez donner d'argent, plus il y aura de conflits, plus il y aura de magistrats, plus il y aura de dossiers. C'est pas ça le sujet. Revenons à la source. C'est expliquons-nous. Je crois qu'on pourrait conclure là-dessus. Ayons la possibilité de nous expliquer. Absolument, absolument. Et je vous Merci. fais une toute petite observation sur le mot amiable que Oui, vous valorisez là et qu'on valorise. Et je dis attention, même le mot amiable n'est oui, je pas suis d'accord. nécessairement, parce que quand on est en conflit, on n'a Oui, aucune envie d'être ami avec tout l'autre. à fait. Je suis Hein. d'accord avec vous. Et Je suis donc, d'accord ça avec vous pourrait que le être, mais c'est plus vocable, compliqué, un hmm, service de l'explication je sais réciproque, pas, faudrait trouver, tout ce inventer qu'on un veut. mot. On faudra trouver, mais en effet, oui, amiable est peut-être pas forcément le bon vocable. Médiation, on pourrait s'en penser. Oui, On parle de justice participative. En tout cas, voilà, ouvrons le champ des possibles. Il y voilà. a plein de choses que l'on pourrait créer et qui sont à créer au service du bien commun et du vivre ensemble. Je crois que c'est le plus important aujourd'hui. Merci Merci, Sylvie infiniment. Albertelli, Merci. Sylvie Albertelli. Oui, merci beaucoup, vraiment. C'était très, très riche. Je lirai avec grand plaisir donc votre prochain ouvrage. Il est Je très vais... simple. Moi, je ne suis pas dans les hauteurs théoriques, mais très pratico-pratique à la Ben, c'est base. très bien. C'est très important d'avoir des ouvrages pratico-pratiques. Donc, Voilà. comprendre et être compris pour décider ensemble, vaste sujet et j'aurai plaisir à vous lire et à vous retrouver peut-être pour un prochain échange. Merci encore beaucoup, Jacques Salzer, pour cet échange ensemble aujourd'hui. Merci.